Eric, vous avez créé en 2011 un moteur de recherche en France et ce n'était pas Quero. Non, non. Vous êtes un aventurier presque, en tout cas un entrepreneur suffisant. Je pense que si vous appuyez sur là, vous passerez de ma tête à la vôtre, enfin en théorie. On va voir ce qui se passe. C'est l'intelligence artificielle à l'œuvre, ça. Hein. Je vous avais promis la réalité de l'intelligence artificielle. Quant, donc, c'est un moteur de recherche français basé sur une intelligence artificielle et le respect des données privées que vous avez créé en 2011 après une carrière dans le numérique qui vous avait porté, par exemple, au portail dématérialisé de la Banque de France et à toute une carrière dans l'informatique financière. Éric Léandri. Bonjour. Donc bonjour à tous. Non, non, je n'ai rien à voir avec Quero. Désolé. Je suis venu vous parler de Quant. Quant, c'est un moteur de recherche qui respecte votre vie privée et donc de l'intelligence artificielle qui respecte votre vie privée. Je sais, on ne va pas être nombreux à vous en parler aujourd'hui, donc je vais commencer moi, puis après on discute. C'est un moteur de recherche qui a été lancé en 2013. Nous avons aujourd'hui plus de 160 employés. Nous sommes en France, et la plupart du temps, à Paris, à Rouen, à Nice, à Marseille aussi, à Ajaccio, et puis en Allemagne et en Italie. Enfin, nous avons au capital des groupes comme Axel Springer, la Caisse des dépôts, la Banque européenne d'investissement. Et la vérité, c'est que nous sommes le seul véritable moteur de recherche en Europe et le seul véritable moteur de recherche européen qui respecte la vie privée. Et au niveau mondial, nous sommes 8. Comme vous le savez, nous sommes le seul à respecter votre vie privée. Nous avons commencé à 1 million de visites par mois en 2013. C'était le 4 juillet 2013, donc mois de juillet. Et puis aujourd'hui, plus de 70 millions de visiteurs le mois dernier en unique. Donc ça croît bien. Voilà, donc Quant, ça ressemble à ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu, vous tapez Tour Eiffel et vous avez ce type de réponse avec le web, l'actualité, le social, les photos et les vidéos. Et pour tout ça, en fait, il faut de l'intelligence artificielle parce que quand vous rankez le web, quand vous rankez l'actualité, quand vous rankez le social, quand vous reconnaissez les images, dans tout ça, nous avons mis de l'intelligence artificielle. L'idée derrière ça, tout simplement, c'est de vous proposer un moteur de recherche moderne qui va vous donner les réponses du web, mais aussi le shopping. Pour ceux qui s'interrogent sur comment on fait de l'argent quand on respecte la vie privée, c'est facile. Shopping, vous cliquez sur Yves Saint Laurent, le parfum qui est là, et moi je gagne de l'argent parce que vous êtes allé l'acheter. Voilà, et puis dernier en date, lancement de Quant Music. Quant Music a une petite particularité, il a un player, vous devriez le regarder parce que ce player a de l'intelligence artificielle partout. Le player est capable d'analyser la musique elle-même, et donc de vous dire si c'est du rock ou autre chose, basé sur ce qu'il comprend de la musique. Et puis derrière, on a une autre fonction, grâce à Flux, qui permet avec cette analyse-là de transformer cette musique et de l'adapter exactement à ce qu'il faudrait sur les réglages des basses, des fréquences et du reste en temps réel, afin de vous donner la meilleure expérience de musique possible. Essayez, Best View sur Firefox, ça bug un peu sur Chrome. Il faut qu'il travaille un peu chez Chrome pour suivre les standards. Et puis, ça bug un peu sur Safari, mais ça, on est en train de le corriger. Les défis de l'IA, quelques-uns en tout cas. Allez, on va commencer par le début. Le Learning to Rank, en fait, c'est quel résultat monter en premier. Et là-dessus, on utilise du Stochastic Gradient Boosting. Donc, l'idée, c'est de choisir qu'est-ce qu'on va vous donner comme meilleur résultat. Donc, ça fait une partie de ce qu'on utilise, mais voilà un endroit où l'intelligence artificielle fonctionne réellement toute la journée. Ça, au moins, c'est de la vraie intelligence artificielle. Et puis, on continue. Il y a toujours le problème des moteurs de recherche aujourd'hui, c'est tout ce qui va être tout simplement les faux sites, les spammers. Alors, ils sont bons, ils sont plutôt très bons, mais grâce à l'intelligence artificielle, on commence à s'en sortir plutôt pas mal pour les trouver, un peu plus vite que d'habitude. Donc, l'idée globale, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce joli truc là au milieu, c'est un site. C'est une partie du web, c'est un site web. Donc, chaque point représente une page. Et puis, chaque groupe de pages, ça va être par exemple la partie mobile d'un site, la partie qui s'occupe des vidéos, la partie qui s'occupe de l'actualité. Et puis, tout ce qui est rouge sur le côté, ce sont nos sympathiques spammers qui s'étaient connectés à tout ça et qui avaient créé une ferme de liens pour faire croire que le Viagra, c'était aussi bien que les voyages à l'île Maurice. Allez, on continue. Détection des API, des bots. En fait, quand vous avez un moteur de recherche, toute la journée, les gens viennent récupérer vos images, essaient de récupérer vos actualités, essaient de récupérer vos données. Et donc, qu'est-ce que vous mettez en place? Des systèmes pour virer tout ça. Parce que c'est marrant, mais nous n'avons pas la possibilité d'avoir des milliers de gens derrière les ordinateurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire toute la journée? On va faire ce genre de choses. C'est-à-dire que voilà, ça, par exemple, il y a quelqu'un qui s'est mis à essayer de récupérer de la data en veux-tu, en voilà.
Et puis, on s'est rendu compte tranquillement que ces Coréens n'avaient pas l'air tout à fait comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils voulaient plein de data chez nous. On a regardé un peu la façon dont ils travaillaient et on s'est rendu compte que c'était sûrement un bot. Alors quand je dis on s'est rendu compte, c'est l'intelligence artificielle qui s'est rendu compte. On utilise du Extreme Gradient Boosting et à ce moment-là, boum, on leur coupe l'IP. Et quand on leur coupe l'IP, vous voyez, ça c'est l'Australie. Il n'y avait pas grand monde qui travaillait. Ben, au moment pile où on coupe les Coréens, boum, ils reviennent en Australie. En fait, ils doivent être ni coréens ni australiens, mais ce n'est pas très grave, hein, on les a coupés juste après, pas de problème. Le top du top que l'on a vu, c'est un SEO vraiment pas mauvais. Il fait tout le tour de la planète. Je crois que le seul endroit où il n'est pas allé, c'est l'Alaska et au milieu du Sahel. Mais le reste, il a absolument toutes les IP d'absolument tout le monde. Et il essayait de nous le faire toutes les 3-4 requêtes, puis il changeait d'IP, puis il recommençait sa petite histoire. C'était assez sympa. Malheureusement, avec l'intelligence artificielle, ça n'a pas marché. Alors d'autres choses qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle, évidemment, c'est clusteriser les news pour vous mettre évidemment en avant les articles de musique, de sport et d'autres tous ensemble. On peut aussi faire ça à QuantMaps. Et donc dans QuantMaps, l'idée globale, c'est tout simplement de vous donner une map qui comprend ce qu'elle voit. Donc ici, en fait, l'idée globale, ça va être d'être capable d'avoir cette vision satellite et de cette vision satellite sortir ce qui est un building, ce qui est du champ, ce qui est de la forêt et même ce que sont les voitures. Donc en gros, comprendre tout simplement ce que l'on voit sur une image satellite afin de vous donner une autre vision du monde quand vous verrez vos maps. Tout ça grâce à de la vision par ordinateur et de la segmentation sémantique. On continue, ça aussi ça arrive, Quant Translate, tout le monde veut traduire en ce moment, donc on s'est fait plaisir. On en avait besoin malheureusement à l'intérieur de notre produit, donc on est bien obligé de mettre en place un système de traduction, puisqu'on fait aujourd'hui 26 langues et qu'on est présent dans 166 pays. Donc c'est du NLP et du réseau de neurones. Ça se passe pas mal, mais vous pouvez continuer à utiliser DeepL, les Allemands et tout un tas d'autres choses, parce que je suis grand fan de ce qu'ils font. Enfin, là déjà vous nous attendez moins là-dessus, mais la vérité c'est qu'un moteur de recherche, ça s'occupe de faire de l'intelligence artificielle dans l'image, s'occupe de comprendre le monde, s'occupe de transformer de la 3D. Et comme nous respectons la vie privée, on s'est dit que peut-être quelque chose qu'on pouvait faire de sympa, c'était ce genre de choses. Donc ça, par exemple, ça nous permet d'essayer de mettre en place ce genre de choses, c'est-à-dire un produit avec lequel vous allez pouvoir parler, un produit évidemment qui doit comprendre votre langage, avec du Natural Language Understanding, avec du Sentiment Analysis, avec de l'Entity Recognition, avec du Topic Classification. Et ce que je vous ai montré juste avant, c'était une façon de classifier. Donc tout ça, ce sont des outils qui nous aident à créer ce genre de produit. Et puis derrière, évidemment, une fois qu'on a compris, on va l'envoyer au Dialogue Manager qui va s'occuper d'aller chercher les informations dans nos API. On vous renvoie les réponses. Et enfin, ça va être transformé pour venir vous répondre. Vous connaissez tout ça, pas de problème particulier. Pourquoi je l'ai mis dans le médical? Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est vous donner accès à tout ce genre de choses pour traiter vos données de santé. Donc vous allez pouvoir vous en servir avant d'aller à l'hôpital, puis en rentrant de l'hôpital. Et pour vous donner un exemple qui est là, une première mondiale, et vous en saurez plus le 14, parce que le 14, nous ouvrons nos locaux parisiens et on vous présentera ça. Ça, vous ne voyez peut-être pas ce que c'est, mais c'est un utérus féminin ici. Et ici, ce sont des fibromes. Et en fait, on montrera le 14 comment, grâce à de l'intelligence artificielle, on a transformé en scan en 3D et la 3D ensuite réappliquée sur l'opération a permis de permettre à cette femme de ne plus avoir de fibromes, mais de pouvoir encore avoir des enfants. Donc ce que Quant a appris en déployant l'IA, plusieurs choses. Revisiter les processus de collecte de données de l'entreprise, disposer de données qualifiées pour l'apprentissage, acquérir et maîtriser et déployer de nouvelles architectures GPU. Vous avez besoin de mettre en place tout ça. Nos architectures GPU aujourd'hui sont parmi les plus importantes en Europe et on a dû en déployer énormément pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle au niveau d'un moteur de recherche. Enfin, vous avez besoin de nouveaux profils qui savent mettre en application les maths appliquées, des data scientists, de gérer les différences de culture entre les équipes et de permettre à ce que tout ça soit le plus fluide possible afin de passer d'une culture, passer plutôt à une culture de microservices et travailler avec des API. Donc, dernier petit point de détail sur ça, et puis je vais partir sur l'éthique. L'importance de tester les résultats donnés par l'intelligence artificielle. J'imagine que chacun d'entre vous a déjà fait énormément de choses dans l'intelligence artificielle. Donc, chacun d'entre vous sait que ça marche parfaitement, n'est-ce pas?
Et ben voilà, chez nous, un petit exemple de ce qui s'est passé quand on a voulu, pour Quant Junior, parce que nous avons un moteur de recherche pour les enfants, enlever tout ce qui était porn de l'Internet. Ça s'est très bien passé. La suppression du porn dans Quant nous a permis d'enlever ces mots absolument horribles, pornique et pornichet, qui sont malheureusement deux très jolis porcs français. Voilà, donc évidemment ça c'est trivial, mais on a eu bien pire et il existe bien pire. Qui se rappelle de pourquoi dans Pokémon Go vous n'aviez 0 Pokémon à Central Los Angeles? Simplement parce qu'aucun programmeur n'allait là-bas, donc la machine a cru que c'était une forêt où il n'y avait personne. Donc le principe global de l'intelligence artificielle, c'est de faire attention aux biais. Et aux biais très rapidement rentrer au niveau des résultats de l'intelligence artificielle. Quelques mots sur notre leitmotiv, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle éthique. Alors une intelligence artificielle éthique, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de vous expliquer. Et puis surtout, je vais ensuite tout vous réexpliquer de ce que nous faisons sur l'intelligence artificielle en vous expliquant pourquoi on ne le fait pas comme les autres. Allez, tout le monde connaît ce film? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est disponible dans une salle parisienne en ce moment, donc vous pouvez retourner voir 2001, l'Odyssée de l'espace, avec HAL. Et HAL, quand même, en 1968, ils ont inventé l'ordinateur qui vous parle, qui vous écoute, qui vous répond, et qui s'occupe tranquillement de gérer votre vaisseau spatial. Comme quoi, hein, les grandes idées ne sont pas d'aujourd'hui, elles sont plutôt d'hier. Donc qu'est-ce qui se passe? À la fin, bon, pas grand-chose de particulier, si ce n'est qu'il provoque la mort d'un équipier, bon, très sympa. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, bon, je suis désolé d'avoir un peu spoilé, mais ne vous inquiétez pas, c'est très intéressant d'aller voir ce film. Puis on va continuer par un autre que vous connaissez moins. Je ne vais pas vous faire le 1984 aujourd'hui, on va passer à 1973. Suzanne, elle vit seule dans une maison entièrement domotisée. Donc en 1973, une maison domotisée, c'était déjà dans la tête de nos romanciers. Et l'IA tombe amoureux de la jeune femme, prend le contrôle de la maison et cherche à la réduire en esclavage. Génial. Bon, vous inquiétez pas, hein. Moi j'adore l'intelligence artificielle. Je ne suis pas venu vous dire qu'il ne faut pas en faire. Je ne suis pas venu vous dire qu'il faut surtout éviter d'en mettre partout dans la maison. Je suis venu vous dire autre chose. Je suis venu redire sur qui a le contrôle dans la réalité. Et que voulons-nous pour demain? Aujourd'hui, voilà, vous connaissez tous les deux ces deux produits. Donc l'idée, c'est vous allez leur parler, vous allez leur dire un peu tout ce que vous voulez, et ça va vous donner des réponses de la journée. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos données? C'est une bonne question. Et bien voilà ce qui se passe d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez ce brevet de 2015? Observez vos enfants et vous donnez des conseils sur l'éducation à leur donner s'ils se conduisent mal. Lequel d'entre vous veut que le Google Home s'occupe des enfants et de leur éducation? OK. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe quand vous parlez à un Google Home? Votre voix, celle de vos enfants, votre visage et les leurs, tout l'historique de vos questions et des leurs, les objets connectés de votre maison, vos habitudes de vie, les amis que vous recevez. En fait, tout ça, c'est ce que vous donnez à une intelligence artificielle, toute la journée. Donc, petit point de détail, qui connaît ce que fait l'IRCAM sur la voix? Alors la voix aujourd'hui, c'est génial. Grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons vous écouter ou m'écouter pendant 30 minutes et au bout de 30 minutes, je sais reproduire ma voix ou la vôtre. Et à partir de maintenant, on parlera exactement avec le même timbre de voix et je vous mets au défi de savoir si c'est vous ou moi. Donc, quand on a votre voix, qui est quand même assez difficile à changer, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, quand on a votre empreinte, lequel d'entre vous utilise ça pour allumer son téléphone ou ça? Vous m'expliquerez comment vous pourrez les changer demain. Ça va être compliqué. Donc l'idée globale, aujourd'hui, c'est de se dire, toutes les données que vous avez dans le cloud, toutes vos données globales, toutes vos habitudes, mais en réalité, on peut les traiter, on peut les travailler, on peut faire de l'intelligence artificielle dessus, mais il va falloir réfléchir à les anonymiser, à les rendre disponibles seulement pour les traitements et à permettre de ne travailler qu'avec dans le cadre du règlement de protection des données personnelles européen. Et je peux vous dire qu'on peut le faire. Aujourd'hui, tout ce qui respecte le RGPD, parce que c'est un règlement, ne veulent pas dire ne pas faire d'intelligence artificielle. Par exemple, DeepSpeech. DeepSpeech, c'est Mozilla qui publie ça. Ça permet tout simplement d'essayer de permettre à votre browser d'apprendre à écouter la voix.
Mais ce n'est pas fait pour vous traquer ou savoir si c'est votre voix ou la mienne, juste pour répondre à vos sollicitations. Et puis, vous avez deux autres solutions. Soit une analyse en local, ça nécessite de puissants outils neuronaux côté client, soit du cloud sécurisé. La bonne nouvelle, les GPU aujourd'hui sont quasiment dans tous les ordinateurs et chaque téléphone portable commence à avoir des NPU, des Neural Processor Unit. Donc vous allez pouvoir avoir énormément de choses faites côté client. L'un des plus beaux produits que j'ai vu récemment venait d'un GAFAM de chez Microsoft qui permet de faire de la traduction côté téléphone, donc sans remonter la donnée chez lui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'ils peuvent le faire, c'est qu'on peut le faire. Donc, si on séparait les circuits d'écoute et de traitement, eh ben, il se passerait la chose suivante. Il se passerait tout simplement qu'on pourrait faire, et j'y reviens, du médical, sans savoir si c'était votre femme ou la mienne sur cette sympathique photo. Ça veut dire qu'on pourrait vous écouter et vous répondre sans savoir si c'est vous qui parlez. Ça veut dire qu'on pourrait analyser tout ça sans savoir qui a posé la question de quelle sera la météo demain à Paris. D'ailleurs, à quoi ça sert de savoir qui a posé cette question pour donner la réponse? Ça veut dire qu'on peut faire de la traduction sans savoir si c'est un texte important venant d'une banque ou savoir simplement si c'est moi qui cherche à traduire, voire même traduire de votre côté. Ça veut dire qu'on peut vous donner des images satellites et analyser où sont les voitures sans savoir si c'est votre maison ou la mienne. Ça veut dire qu'on peut vous donner l'actualité sans savoir ce que vous préférez comme actualité et savoir si vous votez à droite ou à gauche. En quoi ça nous sert pour vous donner les réponses? Ça veut dire qu'on peut savoir qui essaye d'attaquer un moteur de recherche et de récupérer la data et me ficher éperdument de savoir quelle est la personne derrière ce bot en Corée du Sud ou en Australie. Ça veut dire que je peux savoir qui essaye de me spammer sans savoir quels sont les spammers. Et ça veut dire que je peux classer un moteur de recherche sans savoir qui cherche derrière ce moteur de recherche. Donc ma question est, au final, on peut faire beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle. On peut faire de l'intelligence artificielle toute la journée. Et pourtant, j'ai aucune data sur aucun d'entre vous et je fais aussi du médical. Donc pour ceux qui m'expliquent qu'on ne peut pas faire d'intelligence artificielle si on n'a pas toutes vos informations, avec grand plaisir pour passer me voir le 14 juin. On a d'autres choses à vous montrer, c'est beaucoup plus spectaculaire. Ça va être beaucoup plus sympa. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut être éthique, elle peut vous respecter. Et il y a de nombreuses possibilités de l'appliquer en vous respectant complètement. Donc, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, parce que ça fait des années qu'on vous prend juste pour des pigeons pour faire beaucoup plus d'argent. Parce qu'il est vrai que si je savais si c'était vous ou moi qui avait un cancer, ça vaudrait beaucoup d'argent pour votre assurance vie. Donc, encore une fois, perdons pas l'objectif de vue. L'objectif, c'est d'améliorer nos vies, d'améliorer l'ensemble de ce que l'on peut faire et de ce que l'on va pouvoir faire demain en augmentant nos capacités. C'est par exemple permettre à des gens qui ne savent pas lire et écrire de tout simplement avoir un texte qui se lit pour eux. C'est par exemple tout un tas d'autres choses pour améliorer nos vies de tous les jours, mais ce n'est certainement pas le moyen de vous traquer tous, parce que si vous croyez que vous traquer tous va améliorer l'intelligence artificielle, vous vous trompez. Ça fera un autre type d'intelligence artificielle, celle de HAL et celle de cette sympathique maison de 1968 ou 73. Ce n'est pas celle que l'on aimerait, qui consiste tout simplement à permettre à un médecin de sauver la possibilité pour une femme d'avoir un enfant dans le futur. Voilà, merci à tous. Et voilà ce que nous faisons chez Quant. D'ailleurs, vous pouvez aussi passer nous voir chez Quant. Et en plus, vous êtes d'une ponctualité admirable. Il nous reste une dizaine de minutes pour des questions. Alors, bien sûr, j'en ai quelques-unes, mais mon principe quand même, c'est que le métier d'un journaliste, c'est de poser des questions dont il imagine qu'ils vont intéresser ses lecteurs et ensuite résumer les réponses. Mais il se trouve que mes lecteurs aujourd'hui sont dans la salle. Donc, il est quand même considérablement plus simple si j'aurais que vous posiez vos questions vous-même, à la seule condition que je réussisse à voir vos mains se lever. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions ? J'ai peur d'avoir intimidé tout le monde avec mon intimation. Eric, est-ce que... je crois que les applaudissements marquaient bien que nous avons tous apprécié le côté idéaliste de votre
votre discours et de votre entreprise. Je fais de l'argent tous les jours. Hein. Et je m'en réjouis, mais combien en faites-vous par rapport à Alphabet? Et d'accord. quelles sont vos chances de, comme on dit en français postmoderne, de disrupter un marché qui est aujourd'hui, dans les faits, quasiment monopolistique. Enfin, il y a un concurrent américain qui n'est pas plus moral ou RGPD compliant que Google. Ouais, alors, le principe est assez simple, en fait. Je vais vous donner 2-3 chiffres, comme ça c'est intéressant. Le dernier chiffre de Médiamétrie, c'est qu'on aurait 6% du marché français. Côté allemand, 1,8%. Côté italien, 0,9%, 1%. Côté espagnol, ça monte à 0,6%. Et la croissance est à 20%, donc 2 chiffres par mois. Donc, après tout, ne serait-ce que dans le moteur de recherche, il y a toujours le moyen de faire une petite place. Vous savez, nous, on est juste une alternative. Donc 5 à 10% du marché européen, c'est très bien. La taille du marché européen, c'est 25 milliards. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Et 2, toujours pareil. Dans l'informatique, c'est très bien pour vous, sans doute. Je le souhaite, mais ça ne va pas empêcher l'évolution de la société que vous semblez pressentir. Alors, en fait, il y a quand même un truc qui s'est passé. Vous avez le RGPD, donc ce règlement de protection des données personnelles. Et puis, il y a le e-privacy qui arrive derrière. En fait, ce n'est pas Quant. Ce n'est pas que Quant. C'est tout un mouvement de fond très intéressant qui consiste tout simplement à voir le monde de 2 façons différentes. Et aujourd'hui, pour une fois, l'Europe a vu le monde d'une façon assez simple qui consiste à protéger les utilisateurs, les usagers. C'est comme ça l'Europe, ça a toujours été comme ça. Donc on l'a monté de cette façon-là. Et en France encore plus. Aujourd'hui, si on a une retraite telle qu'elle est faite aujourd'hui, si vous pouvez être soigné chez n'importe quel médecin dehors, c'est parce que ça a été fait de façon à partager l'ensemble. C'est comme ça. Donc sur l'Europe aujourd'hui, l'idée globale est très simple. L'idée, c'est de dire que le règlement de protection des données, ce n'est pas tout simplement quelque chose pour ennuyer nos amis américains ou nos amis chinois. Ce n'est pas quelque chose qui consiste à dire vous devez faire de la technologie avec moins de données ou avec moins de data et donc de la mauvaise technologie. Ce n'est pas du tout ça. C'est tout simplement de dire voilà, il va falloir protéger ces gens parce que l'article 12 des droits de l'homme, c'est le droit à la vie privée et que cet article 12 des droits de l'homme s'applique aussi dans la vraie vie en Europe. Donc, il va falloir faire de l'intelligence artificielle en respectant les données personnelles. Donc, il va falloir faire de la vie privée en respectant les données personnelles. Et si ils ne sont pas d'accord avec ça, eh ben, il va falloir faire de l'intelligence artificielle et de la vie privée ailleurs, ou payer très cher. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas contre l'avancée de tel et tel géant. Ce sont des géants qui ont réussi à faire leur job de façon spectaculaire. Je suis juste contre le fait de considérer que les business models qui rapportent une fortune sont masqués ou masquent la réalité de ce dont nous avons besoin pour travailler pour l'ensemble de la population. C'est tout. Et le fait de faire des alternatives, c'est... Vous savez, je vais être très clair avec vous pour finir cette question-là. Imaginez qu'on ait 100 boîtes en Europe qui valent qu'1 milliard, au lieu d'avoir une boîte qui vaut 100 milliards. Vous trouvez que l'écosystème ne devient pas super intéressant? Parce qu'avec une boîte qui vaut 100 milliards en Europe, on aura le même problème qu'avec celles qui en valent 600 ou 500 ou 1 trillion de l'autre côté du monde, et des centaines de billions aussi côté chinois. Nous aurons un seul type d'écosystème. Le web a besoin de reprendre son écosystème en main. Le web a besoin d'avoir des écosystèmes, de la coopétition, des produits globaux. 100 boîtes d'1 milliard, c'est le modèle européen. Il faut qu'on se batte pour 100 boîtes d'1 milliard qui respectent les gens et les données, qui soient éthiques et qui travaillent. Ce n'est pas juste Quant, c'est toutes les autres. 100 boîtes d'1 milliard. Et vous verrez que demain matin, premièrement, acheter 100 boîtes d'1 milliard, c'est déjà plus compliqué, même si vous êtes une boîte à 600 milliards. Le système aujourd'hui a été créé de façon à prendre vos données pour faire de l'argent. Avant, c'était soi-disant pour vous donner de meilleurs résultats de recherche. Maintenant, c'est pour faire de l'intelligence artificielle. Demain, ça sera pour autre chose. Dans tous les cas, on a besoin de vos données parce que ça rapporte. Donc, l'Europe a décidé de sortir de ça, sortons-en. Quel est le principal frein à votre croissance aujourd'hui? Est-ce que c'est les talents, le capital, ou les données, disent certains, dans le monde de l'intelligence artificielle? Ça, c'est très, très drôle. Alors, les talents, vous savez, quand Facebook crée son centre d'intelligence artificielle et devient le 2e ou le 3e au monde, il le fait où? À Paris. Il va à l'INRIA, il prend 15 des meilleurs ingénieurs, il prend Yann, qui a quand même fait la plupart de ses algos. Yann Lequin. Exactement. Il les met tranquillement ici dans des beaux bureaux et il devient
numéro 2 ou numéro 3 de l'intelligence artificielle. Donc les talents, on en a plein en Europe. D'ailleurs, la plupart des gens qui travaillent dans ces grandes firmes viennent de chez nous. Ce n'est pas un problème de talent. Après, on va passer à la troisième question. La deuxième, allez, je vais pas l'éluder. La deuxième, l'argent. Vous avez raison. En Europe, jusqu'à présent, de 5 à 25 millions, c'était assez facile d'aller trouver l'argent et on est très bon en B2B. Donc, dans la salle, je parie que nous avons tout un tas de sociétés qui font de l'intelligence artificielle pour le B2B. J'aimerais tellement qu'ils se mettent à le faire pour le B2C. Pourquoi? Parce qu'en B2B, c'est très bien. Vous allez faire un très bel algorithme, vous allez montrer que ça marche, vous allez faire de la reconnaissance dans les vidéos, de la reconnaissance dans les photos, dans les images, et vous allez vendre ça 15 millions très rapidement, après avoir mis 2 ou 3 millions pour arriver à votre algorithme. Vous êtes content, vous avez fait 5 fois la mise, c'est super. Celui qui l'a récupéré 15 millions le met dans du B2C et passe de 15 millions à 200 ou 300 millions de chiffre d'affaires avec ce que vous venez de vendre 15 millions. En Europe, il faut qu'on sorte de ce modèle pour aller à un nouveau modèle. Toutes les boîtes qui ont dépassé les 100 millions ou 200 millions de valorisation comme la nôtre doivent maintenant passer le milliard. Parce que dès que vous avez passé le milliard, vous êtes libre de votre destin. Et deux, les index. Nous devons créer des index européens, nous devons créer des index d'intelligence artificielle européens parce qu'à partir de là, nous serons maîtres de nos données, puisque vous arrivez aux données. Parce qu'aujourd'hui, les données de Twitter appartiennent à Twitter, données de Facebook à Facebook. Et ce que crawle Google à Google, donc si vous ne mettez pas un crawler, vous n'avez pas de données pour travailler. Donc les données, 4 pétas de données par jour, nous travaillons avec 4 pétas de données par jour. Et maintenant, si on parle de santé, où sont les meilleures données médicales du monde? Dans le système français, dans le système allemand, italien, en Europe. Vous avez les meilleures données médicales du monde. Vous savez pourquoi ils ne sortent pas pour qu'on puisse les traiter? Parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. On donne ces données à nos géants américains. Et s'ils s'en servent ensuite pour autre chose que vous soigner, vous faites comment? Vous êtes un médecin, vous avez une déontologie, vous mettez un patient, ces données partent ailleurs et à la fin, c'est utilisé contre le patient? Vous croyez que c'est possible? Ça n'est pas possible en Europe, c'est même dangereux. Et si moi, j'avais fait ce qu'a fait celui qui a vendu les données de VIH, de séropositivité de ses clients, hein, puisque là, je parle du réseau social Grindr, il a vendu la séropositivité de ses clients. À des compagnies d'assurance? Il a dit à des partenaires. C'est légal, vous avez donné le droit. Il a dit à des partenaires. Vous lâchez les données, vous? Si vous êtes médecin, vous ne pouvez pas. Si vous êtes l'État, c'est encore pire. Donc, mettons-nous à anonymiser les données, mettons-nous à travailler pour les gens, mettons-nous à faire de l'intelligence artificielle pour régler le problème et régler des situations comme celle-là, qui sont des situations qui, jusqu'à aujourd'hui, terminaient par l'impossibilité pour cette femme d'avoir de nouveau des enfants. Ça, c'est l'Europe. Et ça, c'est créer des nouveaux géants qui vaudront 1 milliard, pas 600. Parce qu'ils ne revendront pas tout à tout le monde. Vous me parliez tout à l'heure vis-à-vis d'Alphabet. Je fais 12 € par an par utilisateur. Alphabet, 60 € par an par utilisateur. Pas très compliqué. Et il en a beaucoup plus que moi. Donc, résultat de l'histoire, je gagne très bien ma vie. Alphabet gagne beaucoup mieux sa vie. Et vous avez vu Facebook, gagne très bien sa vie aussi. Vous trouvez que c'est normal, les dernières annonces? Allez jusqu'au bout de votre pensée, Eric. Ben, je ne sais pas. Est-ce que vous saviez tous que vos données avaient été vendues aux fabricants de téléphones? C'était écrit dans le club que vous aviez lu. Et que vous aviez, bien sûr, enfin, que nous avons tous lu extrêmement attentivement. C'est ce que vous voulez dire. C'est pour ça que le RGPD est là. C'est pour ça que les choses sont là. Et c'est pour ça qu'on peut repasser. Je suis sûr que Facebook va trouver un business model un tout petit peu plus éthique. Et ça sera très sympa. Ça peut être sympa, ce Facebook, pour retrouver des gens. Mais certainement pas l'endroit où on a envie de savoir si ses opinions politiques ou sexuelles sont revendues à travers la planète. Ce que je retiens, c'est que les gouvernements européens pourraient faire quelque chose pour accélérer votre développement, pas en allant plus loin dans la politique de la donnée. Bien sûr, il y a des questions de capital et d'argent, mais ça, c'est pas complètement dans les mains des gouvernements. Aussi. En revanche, la politique des données, on en parlera, mais la politique des données, elle, est pour le coup entièrement dans la main publique. Alors, la politique des données, oui, mais en vrai, non. Ce qui compte, c'est que des startups et des gens se mettent à respecter le RGPD pour traiter la donnée. Et là, la politique de données, l'ouverture des données, c'est ce que font nos gouvernements. Et ne tombons pas dans l'idée de dire l'open data, que j'aime énormément, c'est parfait, parce que si c'est de l'open data pour aller ensuite le mettre dans une map, pour ne pas le citer à GG par exemple, qui dit tout ce que vous mettez chez moi est à moi, est à vous, ben, c'est plus de l'open data, c'est du don. Donc l'idée, c'est de faire de l'open data, mais aussi de le suivre par une politique qui consiste à dire
Si c'est pour le bien commun, parfait. Si c'est pour le bien de certains, moins parfait. Et pour ne pas paraphraser Monsieur le Premier ministre, quand il l'a dit l'autre jour, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal, il a tout simplement dit, si c'est que pour le bien de certains, est-ce qu'on peut appeler ça un progrès? Nous recevons Google tout à l'heure. Quelle question lui poserez-vous? Vous savez, moi, ma question est très très simple. C'est quelles sont les vraies raisons sous-jacentes à la prise globale de ces données mondiales? Est-ce pour faire une intelligence supérieure? Si c'est ça, je comprends. Pour le reste, je ne comprends pas, mais je ne dois pas être assez technique. Merci Eric Léandri. Je vais vous prier de l'applaudir et je vais demander